encore un peu de temps. Mais bon, on pourra le mettre à profit, bien sûr, de la discussion générale et des questions-réponses. Alors, je vois que Maëlle a levé la main. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention. Bah, vas-y, Maëlle, tu veux poser ta question? Ok, bah merci beaucoup pour votre présentation. Moi, du coup, ça me rappelait mon postdoc à Météo France et plein de questions que je m'y suis posées. Et voilà, enfin, pas mal de choses que j'ai lues, notamment le livre de François sur la tempête de 99 qui m'a littéralement passionné, que j'ai lu très rapidement. Et du coup, j'avais deux questions un petit peu, enfin, je veux dire un petit peu pas bateau, mais un peu général sur, enfin, qui interroge, enfin, je pense, hein, s'inscrivent dans la suite de ce que vous disiez, c'est-à-dire comment on construit des collaborations, des interdépendances en temps de paix qui pourront être mobilisées en temps de crise, mais du coup, deux questions à ce sujet-là. La première qui interroge la notion de distance, c'est-à-dire, enfin, moi, ce que vous disiez, ça me faisait penser, par exemple, au fait que on peut mesurer le caractère catastrophique ou exceptionnel d'une montée des eaux ou d'une vitesse des vents parce qu'on connaît très bien son environnement et qu'on sait, par exemple, que tel banc n'est jamais inondé alors que tel autre est régulièrement inondé. Donc ça, c'est pas grave quand il est sous l'eau et par contre l'autre, oui, c'est très grave et qui du coup me fait poser la question de finalement ces experts qui sont souvent, enfin en tout cas là je pense à la météo qui se retire un petit peu du terrain, ou en tout cas qui font des prévisions qui sont de plus en plus à distance, du fait de leur moins grand nombre, hein, tout simplement, du recentrement des, des opérationnels dans des centres à distance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir ou interroger, voilà, cette notion de distance vraiment géographique? Et deuxième question, euh, enfin, j'ai l'impression que vous n'en avez pas trop parlé, mais peut-être que c'était le cadrage aujourd'hui de votre intervention. C'était la question de l'intégration du public finalement, enfin du coup des populations en fait à sauver entre guillemets lors des crises. Euh, qui est aussi, enfin, le fait de pas trop les prendre en compte enfin, ou de les prendre en compte comme une espèce de population à prendre en charge et qui est peu active, c'est assez typique d'une vision un petit peu ingénieure de la gestion de crise, tandis que d'autres, ouais, d'autres auteurs vont plutôt pousser en fait pour intégrer les populations dans la gestion de crise et en fait en particulier je trouve du point de vue des connaissances, des petites connaissances empiriques qui selon vous ont alimenté des effets de cadrage assez forts dans les crises de la tempête de 99 ou bien la crise du Covid que vous avez décrite. Donc voilà, c'était juste une question sur enfin quid du public dans vos recherches. Tu veux commencer, Olivier? Ouais, commence la première question, puis moi je prends la seconde. Ouais. Merci Maël pour la question sur la question de la distance. Moi, je pense que c'est effectivement, enfin, ça rejoint. Je ne sais pas si on doit parler de distance géographique uniquement. Si on reprend par exemple le cas de 99 ou d'autres tempêtes, euh, on pourrait parler en fait d'une peut-être aussi d'une distance technologique, etc. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens pour avoir bien étudié le processus en fait de décision à Météo France sur 99, on voyait qu'en fait les formes d'incertitude étaient différentes selon le temps sur lequel on se passait. Mais en fait, ce qui posait problème, c'est la maille du territoire, et c'est-à-dire l'échelle du territoire qui allait toucher quand, etc. Et ce qui est absolument normal, et je pense qu'on a absolument besoin de ces calculs, il ne s'agit pas de remettre en question ça. Mais ce que je pense que dans ta question, le problème de distance et dans ces dispositifs d'anticipation, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être prises en compte, et ça rejoint un peu ta question du public, votre question, excusez-moi, j'ai le titre vraiment un petit peu facile. C'est comment intégrer en fait d'autres types de savoirs. On appelle aussi en sociologie des lay knowledges.
c'est-à-dire des savoirs qui sont locaux, etc. Dans le cas de 99, j'avais trouvé un cas qui m'avait intéressé, c'était l'ostréiculture de Port-des-Barques, qui avait été capable d'anticiper 3 heures avant le fait qu'en fait la commune allait être en fait submergée par ça, en voyant en fait, que la marée était haute, inhabituellement haute, etc., etc. Et ce qui était intéressant justement, et c'est là où on revient à ce problème relationnel et ton problème de distance et le problème d'intégration du public, c'est que le problème qui se pose, c'est la capacité à certains acteurs à voir des signaux avant les autres, congruents avec des modèles qui sont beaucoup plus distants, mais surtout d'être crus par d'autres acteurs, ce qui avait été le cas à Port-des-Barques. Donc il y a plusieurs choses, c'est-à-dire dans ces late knowledges, c'est-à-dire voir, anticiper un certain nombre de problèmes, la submersion bien avant d'autres, et après cette capacité à être cru par d'autres acteurs. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Sur quoi reposent ces dispositifs de confiance qui permettent, c'était le cas d'anticiper aussi la catastrophe. Bref, tout ça pour dire que on a souvent une vision un peu, comme le dit Olivier, un peu trop étroite de la prévention de crise procéduralisée en termes de calcul, qui sont des dimensions certes nécessaires, mais notre propos avec Olivier est plus de dire qu'il faudrait élargir ces notions-là pour pouvoir y inscrire ces lay knowledges et à entamer la réflexion sur comment ils peuvent circuler dans les procédures d'alerte sont donc un peu plus élargies. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Vas-y, Olivier. Oui, alors juste pour compléter sur la question de distance, c'est vrai que, alors, moi, effectivement, comme je disais, actuellement, je travaille sur une comparaison entre la France et la Suède sur la gestion de la crise Covid. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'usage des modèles épidémiologiques. Et on a en France, effectivement, et comme en Angleterre, eu recours à des modèles très, très inspirés des mathématiques. Donc avec un très haut niveau de sophistication, avec beaucoup d'hypothèses, beaucoup de variables qui sont à chaque fois relativement incertaines. Et ce que disent les experts suédois, c'est qu'eux, justement, au contraire, ils ont préféré avoir des modèles, et eux, ils reprochent justement à ces modèles d'être beaucoup trop mathématiques, de ne pas tenir compte suffisamment des données médicales, de santé. Et eux, justement, ont préféré avoir des modèles plus compartimentaux, habituels en santé publique, qui ne cherchent pas à modéliser les comportements, mais qui cherchent d'abord effectivement à modéliser des phénomènes au niveau des populations. Et dans lesquels ils sont capables, et dans lesquels justement les données médicales, la connaissance de la maladie, la connaissance du virus, la connaissance des pandémies, jouent un plus grand rôle dans la modélisation et dans l'usage de ces. Je trouve que là aussi c'est intéressant de voir la distance par rapport au phénomène, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une assez grande distance liée à une volonté de sophistication et de l'autre une plus grande proximité liée au fait que voilà, on est sur des modèles relativement simples, ils le disent même, c'est des modèles très très simples qu'ils utilisent, grossiers même, mais qui va permettre de mieux maîtriser ce qui rentre et ce qui sort de ces modèles. La population, c'est tout à fait juste. C'est vrai c'est toujours un peu le grand absent de la préparation à la gestion des crises ou même la façon de penser des crises. Hein. C'est-à-dire qu'on a un public qui est absent, qui est passif ou qui est soupçonné d'être prompt à l'irrationalité ou à des comportements émotifs. Et donc, on va agir au nom de ce public sans chercher à connaître ces comportements. Et là-dessus, c'est quelque chose effectivement que nous on voudrait arriver à développer avec François, c'est d'arriver à faire plus souvent en fait, produire des connaissances un peu plus expérimentales, mais sur la manière dont se comportent effectivement les populations en crise, dans différents types de crises. Alors, il y a des connaissances déjà sur les crises passées qui ont été accumulées notamment en Amérique, mais finalement en France, on a très peu de connaissances sur les comportements des populations, et du coup, on postule un individu irrationnel, émotif, mal informé, etc., et on va agir en fonction de cet individu, et donc on va le contraindre, alors même que, si ça se trouve, c'est pas nécessaire. Et par exemple, en France, aujourd'hui, on commence à avoir des études qui montrent que les comportements des populations françaises ont majoritairement évolué avant le confinement. Dès le moment où on a pris conscience qu'il y avait une crise grave qui était en place, et bien très vite, les gens ont modifié leur comportement. Mais il n'empêche que
malgré cela, le gouvernement a fait le choix, lui, d'une mesure autoritaire, parce qu'effectivement, il pensait qu'on ne pouvait pas faire confiance à la population. Et rappelez-vous les différents discours, hein, Édouard Philippe, le 14 mars au soir, qui dénonce les faits que les gens vont encore se balader au bord de la Seine ou du canal Saint-Martin, sortent, prennent des verres, ne prennent pas au sérieux la crise. Et puis le 16 mars au soir, quand Emmanuel Macron annonce le confinement, là aussi, il met en avant le fait que les Français n'ont manifestement pas compris la gravité de la situation. En prenant comme exemple quelques situations très localisées, bande de jeunes effectivement sur des pelouses ou au bord du canal, mais qui ne reflètent pas le comportement de la majorité de la population qui elle-même déjà s'était retirée. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, et ça c'est pour nous c'est quelque chose important, il y a un vrai besoin de développer des recherches aujourd'hui beaucoup plus fines sur le comportement des populations dans les situations de crise, en variant les situations de crise bien sûr, pour effectivement ne pas partir d'emblée du postulat que il faut. Le préfet de Lubrizol, le préfet de Seine-Maritime à Lubrizol, il ne déclenche pas les sirènes parce qu'il se dit si je déclenche les sirènes en pleine nuit, les gens vont partir, vont prendre la voiture, vont partir, et donc ça va bloquer la route et donc ça empêchera les pompiers de ça. Mais d'emblée, il postule un comportement totalement irrationnel et émotif de panique des populations, sans aucune donnée pour venir étayer cette croyance, mais c'est là-dessus qu'il se base. Et tous les rapports qui auront lieu par la suite, qui sont produits revenons là-dessus en disant il a bien fait de faire ça parce que clairement, en pleine nuit, s'il avait déclenché les sirènes, les gens auraient paniqué. Mais on ne sait pas en fait. On n'a aucune donnée qui permet de penser que ça serait vraiment passé comme ça. Et on a plutôt quand même des éléments qui laisseraient penser que c'est probablement plus compliqué que ça et que en pleine nuit, vous n'allez pas prendre votre voiture parce que pour aller où c'est pas. Enfin voilà, quand on commence un petit peu à dégrossir la question, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long dans ma réponse. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes d'intervention? Moi, j'ai levé la main. Philippe. Ah, j'ai pas vu que tu avais levé la main. Je vais peut-être baisser alors. Oui, c'est super intéressant. Bon, enfin, sur 99, bon, ok, on connaît pas, enfin, pour réagir aux propos de Maël, d'abord, on n'avait pas commencé à restructurer le dispositif de prévision de Météo France à l'époque, donc on était au plus près qu'on l'a jamais été. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que en 99, il n'y a pas eu d'accident technologique, il n'y a pas eu d'accident industriel. Les entreprises ont bien reçu le message et avaient des dispositifs de gestion de leur crise derrière qui ont fonctionné. Bon, ça mériterait d'être creusé, mais voilà, c'était plus compliqué pour l'État. Sur l'idée d'intégrer des connaissances locales, en fait, c'est plutôt de penser quelle est la chaîne de connaissances dont on a besoin et quelles sont les connaissances dont on a besoin. C'est pas de dire les acteurs locaux ont des connaissances locales. En 99, moi j'étais en cellule de crise sur l'ERICA. Je m'occupais de la prévision marine, on faisait de la prévision de dérive de pétrole. Et on avait des marins pêcheurs qui ouvraient le journal de 20 heures à Biarritz, avec les espadrilles, le mégot, le béret, et qui expliquaient que jamais le pétrole n'arriverait sur les côtes, etc. quoi. Donc c'était peut-être le prestige, celui-là, mais bon. Et c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a jamais connu un truc que ça va pas arriver. Bon, enfin bref, donc voilà. Après, sur incertitude et non-connaissance, je crois que c'est Olivier qui a évoqué ça. Parce que la crise sur la pandémie, c'est non seulement de l'incertitude, mais c'est des non-connaissances. Et quand on veut modéliser une tempête ou quand on veut modéliser la propagation d'un virus dans une population, on n'est pas exactement sur les mêmes difficultés, je dirais. En météo, on modélise quelque chose qui s'appuie sur des équations physiques dans un contexte mathématique et physique qui génère de l'incertitude et des difficultés, etc. Mais on est sur quelque chose qui est relativement maîtrisé dans les équations. Sur la propagation du virus et la pandémie mondiale, on avait non seulement, on avait aussi des non-connaissances, quoi. Enfin voilà, et c'est pas la même chose. Et sur le climat, on a exactement cette difficulté. On a aussi incertitude et non-connaissance. Typiquement, on ne connaît pas
on est obligé de faire des scénarios sur les choix de développement de l'humanité parce qu'on ne connaît pas ce que va choisir l'humanité, quoi. Ah bon, voilà. Tout ça, c'est un peu flou dans ma tête, mais euh, voilà. Sur l'ERICA, on a eu enfin l'ERICA, donc décembre 99, là, le pétrolier, on a eu une sorte de temps de paix avant le temps de réelle crise. C'est-à-dire qu'on a eu du temps pendant lequel les acteurs, enfin moi je me souviens très bien avec la préfecture maritime en particulier, on a eu le temps de se connaître et de s'apprécier et de se faire confiance après le moment venu quand il a fallu prendre des décisions très rapidement. Et donc ça fait vraiment écho à ce que vous avez évoqué, que si l'on pense la crise avant, si l'on pense les fonctions dont on va avoir besoin pour essayer de faire au mieux au moment de la crise, si on se prépare en fait, mais y compris humainement entre les acteurs, ça peut faciliter les choses. Et une difficulté pour finir, c'est que les temps de rotation des acteurs sur des crises qui demandent de la connaissance humaine et scientifique, on va dire, ben, ils sont très courts avec certains métiers dans notre système français d'organisation de la gestion des risques. Voilà. Je voulais réagir à tous ces propos, mais vraiment merci beaucoup, c'était très très utile de vous entendre. J'ai pas beaucoup de questions. Moi, je veux bien réagir à mon tour sur un point. Enfin, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les entreprises qui étaient prêtes. Moi, je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est de regarder de manière précise ce qui est fait beaucoup d'entreprises reçoivent des bulletins météorologiques. Est-ce qu'ils les croient? Est-ce qu'ils peuvent agir, etc. Ça pose toute une graduation des choses qui mériterait là aussi d'être bien étudiées. Par exemple, quand vous dites les entreprises ont bien réagi, c'est compliqué de dire ça comme ça. Parce que par exemple, si on regarde le central du Blayais, les pauvres, honnêtement, on est passé quand même à ça de l'incident nucléaire. Les 2 pompes étaient hors service. Donc, on ne peut pas dire comme ça, on a bien réagi ou plutôt bien réagi. C'est-à-dire qu'on voit au contraire qu'il y a un gradient de réaction qui est extrêmement complexe. Et honnêtement, le central du Blayais posait la question des digues, pourquoi ils étaient implantés là, etc., etc. Effectivement, les chantiers de construction ont arrêté lorsqu'on a annoncé des vents aussi forts, leur activité, comme les aéroports, etc. Donc je pense que là aussi, on a besoin, pour vous dire les choses un peu franchement, c'est que dans ces histoires de crise, on est toujours dans les postures de dire on a bien fait ou on a mal fait. Mais je pense qu'il faudra arrêter ce manichéisme et regarder un peu de manière très différenciée ce qui est fait ou pas. Sachant que de toute façon, les acteurs, c'est la sociologie qu'on fait, ont toujours des bonnes raisons de se comporter comme ça, de réagir ou de ne pas réagir ou réagir de manière très partielle. Parce que c'est souvent des mauvais procès qu'on fait ex post. Et nous, toute la sociologie qu'on essaye de faire, c'est de comprendre justement in situ pourquoi on a agi comme ça. Et c'est à partir de là-dessus. Et je trouve que pour toujours poser les questions de dire on a bien fait ou avant on faisait mal et maintenant on fait bien, etc., il faudrait ouvrir plus généralement le débat sans être parasité par ces problèmes de responsabilité et de regarder de manière un peu clinique, pour le dire comme ça, puisque c'est un peu, je pense que la science, c'est aussi la science, l'observation avant tout, et donc de regarder de manière clinique les choses. Voilà. Oui, c'est très vrai. Oui. L'EDF avait fait venir des groupes électrogènes d'Écosse avant que les 2 tempêtes ne tapent en 99. Donc ils avaient préparé ça. Et c'est notamment parce qu'ils avaient suivi l'expérience de catastrophes sur les lignes électriques au Canada à cause d'un épisode de neige collante massif. Et donc ils avaient travaillé des plans de rupture massive de leurs lignes électriques, enfin des choses comme ça. Mais le Blayais, tout à fait, on a eu à ma connaissance, un des rares accidents où on a eu l'alerte, ceci n'est pas un exercice. Et au même titre de ce que disait Olivier, je pense, juste te laisse la parole Olivier, je pense que c'est aussi souvent artificiel de séparer de la planification, de l'anticipation et de ce qui est fait. Parce que si on reprend le cas d'EDF, moi qui les avais quand même étudiés de long en large en travers, on voyait à quel point ils avaient été capables d'inventer des protocoles et des plans en s'inspirant de beaucoup de choses très différentes. Et je pense que cette compétence-là de bricolage, dans lequel il n'y a pas vraiment, comme nous le diraient les gestionnaires de crise, de la planification, mise en œuvre, etc.
mais au contraire, justement, en fait, une capacité à aller bricoler un certain nombre de choses qui est très important et qui est souvent passé sous silence, comme le disait Olivier. Oui, vas-y, Olivier, excuse-moi. Oui, non, mais juste sur le Blayais, ce qui était intéressant aussi, c'est que, il y a eu un travail qui a été fait, notamment sur la retour-expérience par Elsa Gisquet, qui montrait bien à quel point l'inondation du sous-sol a été repérée par un jeune, je crois que c'est un jeune stagiaire, qui remonte ensuite dans la salle de commande et qui n'ose pas interrompre la discussion pour leur dire qu'il y a un problème en sous-sol et qui va attendre une bonne heure, 1 heure et demie avant de leur signaler que, tiens, au fait, il y a peut-être un petit problème au sous-sol et qu'ils prennent, donc voilà, et malgré le dispositif relativement au point, ils sont passés à côté de ça et finalement, ils sont passés à deux doigts effectivement d'un accident majeur. Tous les modèles, oui, je voudrais effectivement préciser, mon propos ne visait pas tous les modèles. Ce qui était justement, et c'est clair que les modèles météorologiques ont pour eux un plus grand nombre d'occurrences de phénomènes qui permet effectivement des modèles beaucoup plus robustes, alors que les modèles épidémiologiques qui sont utilisés, qui sont produits par Imperial College et par Pasteur, s'appuient sur beaucoup moins d'occurrences, beaucoup moins de cas, et donc du coup font beaucoup plus d'hypothèses sur les comportements des individus, le nombre d'interactions qu'on peut avoir sur une journée, et du coup c'est ça que je trouve intéressant, c'était de dire voilà, ces modèles, y compris les modèles de Imperial College, ils ne sont pas crus au début du mois de mars en France, personne n'y croit en disant bah oui, tous les ans il nous fait le coup, Ferguson, et à chaque fois il se plante, eh bien deviennent soudain crédibles le 11 mars, et que soudain il dit bah en fait, et pourquoi? Parce que justement il y a ces remontées des hôpitaux parisiens qui sont débordés. Mais là aussi, effet de position, effet de disposition. Vous auriez eu dans le conseil scientifique des médecins bordelais ou nantais, ils n'étaient pas débordés, eux. Ils n'ont pas été débordés. Donc du coup, ils auraient dit oui, bon, ben, les modèles, ils sont toujours aussi exagérés, mais nous, dans les hôpitaux, on ne voit pas particulièrement. Il se trouve qu'on avait mis dans le conseil scientifique des personnes qui étaient, alors c'était pas, pour des très bonnes raisons, hein, mais qui étaient dans les hôpitaux qui ont été les plus durement touchés. Donc ils n'avaient pas une vision représentative de la vague, et ils avaient la partie la plus violente de la vague, puisque comme vous savez, c'était d'abord le Grand Est et l'Île-de-France qui étaient les plus touchés. Et les membres du conseil scientifique qui étaient dans les hôpitaux parisiens étaient ceux qui étaient les plus touchés. Donc clairement, ils ont mis ensemble les modèles avec ce qu'ils voyaient dans leurs hôpitaux, et ils ont dit voilà, le modèle en fait est vrai. Et donc si on fait rien, on aura 300 000, 400 000 morts d'été. En Suède, ce qui est intéressant, c'est justement que d'emblée, même raisonnement, ces modèles, on les croit pas parce que tous les ans ils se trompent, et surtout ces modèles sont beaucoup trop complexes. Il y a trop d'incertitudes dans ces modèles. Et justement, c'est là où on retrouve les notions d'incertitude. Il y a tellement d'hypothèses, il y a tellement de variables là-dedans que chacune d'entre elles, il faudrait la déconstruire pour voir ce qu'ils mettent derrière. Donc il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et nous, on peut pas faire confiance à un modèle qui a trop d'incertitudes. On a besoin d'un modèle robuste, simple, dans lequel on a juste quelques incertitudes, et en faisant varier les données qu'on fait rentrer dedans, on maîtrise ce qui en sort, et donc on comprend ce que nous dit le modèle. Et par ailleurs, ce qui est ça qui est intéressant aussi dans la manière de réunir l'information, par ailleurs, ces mêmes experts disent, en tout état de cause, on ne peut pas fermer les écoles. Parce que là, pour le coup, là, on a des données, des études scientifiques. On a des années, des tas d'études scientifiques très rigoureuses qui nous montrent que fermer les écoles aura des conséquences catastrophiques sur le développement des enfants. Voilà. Donc, vous voyez, immédiatement, on réunit des informations très différentes, mais on met comme dans la discussion une information importante sur le coût pour les élèves de fermeture des écoles, et donc du coup, on ne ferme pas les écoles. Alors qu'en France, le conseil scientifique, ne comprenant aucun pédiatre, aucun spécialiste de santé mentale, aucun spécialiste de santé publique, ne va effectivement, à un moment donné, introduire cette variable dans la discussion pour dire, mais attention, quand même, on sait que fermer les écoles, c'est quand même vachement grave, et que c'est pas, on va le payer pendant des années et des années. Donc, c'est là où on voit à quel point la manière dont l'information est organisée, dont elle est collectée, dont elle est mise en débat et discutée, joue un rôle fondamental dans la prise de décision. Et de fait, c'est vrai que la composition du conseil scientifique en France était beaucoup trop étroite par rapport à ce qu'était cette pandémie, et donc du coup n'a pas pu intégrer d'autres dimensions, et s'est centré essentiellement sur la dimension hospitalière. Voilà, et à partir de là, la seule solution c'était le confinement, et c'est ce qu'on dit dans le livre, hein. Nous on aurait été à leur place, on en fait la même chose, hein. Vous voyez les données qu'on vous présente, vous voyez les hôpitaux, vous vous dites voilà, ça y est, c'est pour des barques. C'est pour des barques, c'est-à-dire que voilà, si c'est comme ça pour des barques, c'est pareil dans toutes les îles, ben là c'est pareil, si c'est comme ça à Paris, c'est pareil en toute la France, et donc on va tout s'y passer, donc il faut tout de suite mettre les grands moyens. Et donc l'idée de notre propos n'est pas de dire on aurait dû faire autrement, parce que ça c'est trop facile ex post, mais l'idée est de dire voilà, comment faire pour la prochaine fois pour ne pas se retrouver dans ce même
effet trop réducteur conduit à prendre des décisions mais qui écartent d'emblée tout un ensemble des dimensions qui vont après pourtant ressurgir et avoir des effets extrêmement importants en termes de crise, qui vont alimenter, qui vont nourrir, qui vont amplifier la crise. Et enfin, dernier point, sur les turnover, vous avez raison. Alors, à la fois, il y a le turnover des personnes dans les services de différentes agences d'administration, mais dans la gestion de la crise Covid, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'on a beaucoup de structures, alors pas administratives, mais beaucoup de structures parallèles qui ont été mises en place. Vous avez des gens qui tournent tous les 3 mois en moyenne. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas de processus d'accumulation de connaissances. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les différentes task forces qui ont été mises en place, les différentes structures, cellules temporaires, vous avez des gens qui doivent réinventer à chaque fois parce qu'il n'y a pas de mémoire et il n'y a pas de processus d'apprentissage. Et ça, c'est un vrai souci, c'est une vraie préoccupation que beaucoup d'acteurs ont pointé du doigt pour dire voilà, que c'était un vrai souci. Il y a une main qui s'est levée apparemment. Merci. Oui, effectivement, il y a une main qui s'est levée. Bonjour, je m'appelle Thibault Langer, je travaille pour la métropole Aix-Marseille-Provence je suis responsable de la cellule de veille hydrométéorologique GEMAPI. Et en fait, par rapport à votre deuxième intervention, j'ai juste une réflexion. Il y a quelque chose pour lequel vous avez entièrement raison, sur l'importance des compétences d'adaptabilité, des équipes. La seule problématique, c'est que nous, pour répondre à différentes choses que vous avez évoquées, on fait énormément d'exercices de gestion de crise pour que tout le monde soit prêt le jour J où on a vraiment une crise. La problématique, c'est que durant ces exercices, on se base sur des méthodes préexistantes pour favoriser le contact en effet interorganisationnel et interindividuel, pour que tout le monde se connaisse bien, pour que ça se passe bien. La seule problématique, c'est que quand on arrive vraiment au moment de la crise, les gens vont se reposer sur ces méthodes-là et sortir du cadre, ça va être relativement compliqué déjà dans un premier temps pour eux parce qu'ils vont essayer de se rattacher à des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont pu expérimenter. Et après aussi parce qu'on est contraint par les autres organisations et les autres partenaires, notamment en l'état Météo France, qui peut apporter certaines informations qui sur le terrain ne sont pas forcément corroborées. Et après, on se retrouve, nous, avec des connaissances locales. On veut sortir du cadre, mais on est contraint par l'État, on est contraint par d'autres partenaires qui alimentent différents dispositifs nationaux, régionaux et qui redescendent. Et là, en gros, moi, je me pose réellement la question sur ces exercices de gestion de crise qui sont censés aller dans le bon sens pour améliorer la crise et qui finalement limitent notamment cette capacité des compétences d'adaptabilité des personnes. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance des REX. Vous n'avez pas forcément parlé des exercices de crise en amont. Voilà, je voulais savoir là-dessus quel était votre ressenti. Et une deuxième chose que vous avez évoquée, et après là, c'est juste une réflexion comme ça, vous avez dit la problématique aujourd'hui aussi de connaître comment les personnes peuvent réagir, en fait, qu'on n'a pas assez de données ou de choses comme ça. Il y a quelque chose qui a été fait il y a quelques années dans le cadre d'un exercice en Guadeloupe par les hackers, l'équipe N qui est Hacker Against Natural Disaster, dans le cadre d'un exercice sur les tsunamis, où eux, leur choix, ça a été d'intégrer à la fois les partenaires institutionnels locaux et aussi les populations. Alors, on était sur un territoire avec une densité de population plus faible, mais ça leur a permis aussi de retirer un certain nombre d'informations sur les réactions des populations en période de crise. Voilà, je ne sais pas si vous avez des infos, mais c'est quelque chose qui serait très intéressant. Alors, sur les exercices, bon, j'ai écrit plusieurs articles avec Elsa Gisquet, justement, on a travaillé sur les exercices de crise dans le domaine nucléaire pour montrer à la fois les avantages et les limites. Le fait qu'ils avaient tendance, alors à la fois l'avantage, justement, c'est de créer de l'interconnaissance, et puis aussi de familiariser les individus, les participants avec des procédures, avec des routines, avec des outils. C'est que justement, on reste dans une vision très très cadrée, très normée de la crise, avec et où on va appliquer le plan, et le plan se déroule comme prévu, et on est donc il y a très peu d'éléments très peu d'imprévus, très peu de surprises. Il n'y a pas de volonté de mettre les participants en difficulté, de les pousser à l'erreur pour en tirer des leçons. On va au contraire les rassurer en montrant que les plans qui existent fonctionnent bien, qu'on peut effectivement faire confiance aux différents collègues qui sont là pour bien appliquer aussi les procédures. Et donc il y a un caractère très très performance
performance un peu théâtrale, qui limite quand même pas mal les effets, les conséquences qu'on pourrait en tirer. Donc c'est vrai que nous, avec François, on réfléchit beaucoup à ça justement sur quel type d'exercice, quel type de dispositif d'apprentissage mettre en place. Et justement, alors sans conseiller que les exercices sont inutiles, mais comment arriver à des dispositifs dans lesquels on va justement montrer aux participants que dans une crise, ils n'auront pas toutes les informations, il n'y aura pas forcément tous les éléments, qu'il va falloir inventer, bricoler, expérimenter, aller chercher l'information aussi. Bref, qu'il y aura forcément des défaillances organisationnelles, qu'il y aura forcément, voilà, mais recréer des conditions de quelque chose d'un peu plus réaliste, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'être exactement dans la réalité, mais de plus insister sur le caractère, à un moment donné, comme très bricolé, très improvisation, où il faut arriver, voilà, à faire avec des éléments incomplets, contradictoires. Et ça, bon, voilà, on y réfléchit parce qu'on voudrait arriver à mettre en place ce type de formation, ce type d'outils de formation en complément des exercices. Par exemple, un truc tout con, dans les exercices, le plan, il faut appliquer un plan. Voilà. Donc on s'interroge. Donc voilà. Donc on fait un plan, un exercice d'inondation, un exercice nucléaire. Eh bien, on sait que voilà, qu'à un moment donné, il va falloir déclencher le plan. Or, ce que montre bien François dans son cas, et ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres cas, c'est que le fait même de déclencher un plan est souvent une décision extrêmement compliquée. Ça va pas de soi. Et on voit bien avec on voit bien en 99, on voit bien aussi en France en 2020 avec le Covid. Voilà. Ça va pas de soi déclencher un plan. C'est parce que c'est lourd de conséquences, parce que ça va engager énormément de procédures, de routines d'acteurs, de moyens. Si vous vous plantez, après on va vous le reprocher. Donc bref, voilà, et la solution ne colle jamais avec ce qui est prévu dans le plan. C'est toujours un peu différent. Donc voilà. Donc typiquement, inventer des exercices plus courts où on fait jouer par exemple les acteurs sur, on déclenche pas le plan, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, on le fait ou pas? Et justement, et on montre le caractère un peu bricolé de cette décision. Moi, j'aimerais bien faire ça aussi sur les évacuations volcaniques. Bien montrer que décider d'une évacuation en Martinique ou en Guadeloupe, une décision, c'est une décision qui est lourde de conséquences et que souvent, c'est pas juste l'avis du volcanologue qui doit déterminer cette décision. Et sur votre autre question, alors l'autre c'était sur oui, vous avez raison. Il y a effectivement aujourd'hui pas mal d'initiatives tout à fait intéressantes, notamment j'ai vu ça moi aussi à Haïti. Des réseaux qui mettent en place, qui cherchent à s'appuyer sur les réseaux sociaux pour réunir des données, pour à la fois envoyer des informations, mais aussi collecter des données, collecter l'information pour pouvoir alimenter la réflexion des décideurs, des gestionnaires de crise. Là, il y a des choses tout à fait intéressantes, effectivement, qui se mettent en place avec des outils, qui s'appuient sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'ai vu des choses, effectivement, après Sandy aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en Amérique, après Sandy, à Haïti aussi, qui sont effectivement une manière intéressante, justement, d'associer la population non seulement en l'informant, mais en faisant aussi des producteurs de données et de connaissances qui sont ensuite réunis, cartographiés, le cas échéant, ou en tout cas, qui vont servir à produire une autre présentation de la crise que celle qui va être produite par les seuls gestionnaires directs de la crise. Moi, j'ajouterais juste quelque chose, Thibaut, merci de poser la question de la conception de ces exercices et de leur potentiel effet pervers. Parce que moi, il faudrait approfondir la conversation, mais je serais déjà curieux de savoir comment vous choisissez vos partenaires. Comment ils sont choisis, ces partenaires-là? Parce que déjà, cette question-là, elle va pas de soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déjà faire une équation entre un type de risque et les gens qui vont être mobilisés? Ça va pas de soi non plus. Et donc, du coup, comment on peut faire là-dessus? Alors nous, encore une fois, il faudrait poursuivre cette conversation, mais on part pas de zéro. C'est-à-dire on pourrait mettre en série un certain nombre de crises, par exemple, si on prend des crises inondations ou des crises tempêtes, si on peut prendre uniquement cette entrée-là, ce qui n'était pas forcément, et de regarder un peu quelles pourraient être les cartographies d'acteurs impliqués. Mais ces cartographies-là, elles évoluent en fonction des effets plus ou moins imprévus, ce qu'on appelle les effets dominos, des catastrophes. Si on reprend 99, le Blayais s'est invité, la SNCF s'est invitée, mais ce n'est pas le cas dans toute tempête. Donc, il faudrait être capable, encore une fois, mais là-dessus on y réfléchit, de mettre en série un certain nombre de cas pour avoir des cartographies et de voir comment on pourrait les adapter selon un ou deux types de scénarios. Mais déjà, le choix des acteurs et des partenaires est déjà prépondérant. Donc, sur quoi on fonde, ce serait la première question que j'aurais envie de vous poser, le choix des acteurs pertinents. C'est ceux qui sont inscrits dans les procédures. Ça tombe mal, souvent ça ne correspond pas. Je dis souvent, ça ne veut pas dire uniquement.
là aussi, il ne s'agit pas de dénoncer tout ce qui est fait, bien au contraire, mais il s'agit d'élargir un certain nombre de dispositifs. Et après, je termine là-dessus. Donc, il faut mettre en série des cas qu'on connaît sur cette focale-là pour voir quelles pourraient être des cartographies intéressantes. Et puis, il faut aussi, enfin, je pense en France, développer des recherches sur la gestion des crises. Honnêtement, il n'y a pas que les sciences sociales. Il y a des syndémiques, il y a une ingénierie des crises, etc. Mais de développer un programme de recherche qui soit plutôt commun, comme c'est fait dans d'autres pays comme aux États-Unis, sur lequel on se donne cette priorité-là avec un certain nombre de questions, les réactions des populations, les réactions des acteurs, etc., en plusieurs types de questions de recherche qui permettraient justement d'alimenter cette gestion des crises, puisqu'aujourd'hui, elle appartient en grande partie, en fait, à certains ministères qui, en plus, chacun dans leur coin, regardent les choses de manière très différente. Donc, il n'y a qu'un faucon. On n'est pas du tout dans cette perspective-là, mais il s'agirait de reverser un certain nombre de perspectives. Penser autrement la procéduralisation. Comment on peut s'appuyer sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en recherche sur la gestion des crises. Ça, le défi, il est vraiment devant nous. Alors, juste pour répondre à une question sur la pertinence des partenaires que nous, on implique dans ces exercices-là, étant donné que nous, on va dire, notre périmètre d'intervention, il est limité, on le connaît. On connaît tous les partenaires, Et après, les effets dominos de la crise qui est, nous, liée à l'inondation, puis après, on part sur du risque techno, du risque industriel. Entre guillemets, c'est plus de notre compétence et donc c'est l'État notamment ou une autre partie de la collectivité qui prend en charge. Voilà. Et c'est là où, entre guillemets, Voilà. on fait des exercices en silo. En effet, on fait des exercices en silo et on va dire que nous, notre gestion de la crise et notre crise, elle est bien cadrée, on connaît son périmètre et entre guillemets, on se cantonne à notre compétence et à améliorer toute notre compétence et tout notre domaine d'expertise dans ce domaine-là pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes à ce moment-là. Donc en effet, on balaye pas tout le paysage que vous avez. Mais non, mais c'est pas nous. C'est-à-dire, nous, notre travail, c'est d'observer. Et là, justement, cette notion d'incertitude relationnelle, c'est de montrer que c'est justement une mobilisation multisectorielle et qui échappe à la sectorisation ordinaire. Alors, j'entends, mais pour répondre, pour aller au-delà, par exemple, si on prend l'énorme exercice qui a été réalisé en Île-de-France en 2016, Sequana, juste avant les grosses inondations qui ont eu lieu 3 mois après, où là on était sur un exercice d'ampleur qui, par contre, malheureusement, enfin c'est mon point de vue, n'a pas impliqué le public, ce qui fait qu'en termes de retour sur comment les personnes vont se comporter dans ce type d'exercice, on était un peu perdant. Il n'empêche, cet exercice-là a engagé un certain nombre d'acteurs institutionnels, locaux, voilà, et on tirait un certain nombre d'enseignements qui a permis d'ailleurs de gérer au mieux la crise qui a eu lieu 3 mois ou 4 mois en juin juste après. Je sais que nous, sur le territoire, là, bientôt, on va avoir ce même type d'exercice, sauf que organiser ce type d'exercice, déjà, ça doit devenir d'une autre échelle, donc d'une échelle décisionnelle nationale, qui implique un certain nombre de moyens, qui implique la saisie ou en tout cas de mobiliser tous les partenaires sur une période longue, donc c'est une mobilisation de moyens humains, moyens financiers. Et ça, en fait, c'est super compliqué à faire. Et nous, à notre échelle, pourquoi on balaye que notre domaine de compétences? Parce que si on balayait tous les domaines de compétences, notamment de la collectivité à laquelle j'appartiens, on part sur quelque chose de beaucoup trop lourd, en tout cas, ou en tout cas très lourd. Je dis pas beaucoup trop lourd, mais en tout cas très lourd, qui apporterait énormément de résultats, mais auquel tout le monde n'est pas prêt à se confronter pour différentes raisons techniques et aussi politiques. Il ne faut pas oublier. Enfin, tout à l'heure, ça a été évoqué dans la deuxième partie de l'intervention sur la gestion du Covid. Voilà. Ouais. Vous pointez du doigt le problème. On répond à ces exercices par la sectorisation, qu'elle soit à la fois ministérielle ou même territoriale, alors même une partie du problème provient d'une désectorisation. Et oui. Et c'est là ce que vous pointez comme problème politique, effectivement. Justement aux interfaces que vont naître les vraies difficultés. Alors, il me semble qu'il y avait une dernière question, mais je crois
de Marc Ponto, mais je crois qu'il vient d'abandonner l'appel, je crois. Hein. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question, courte si possible. Oui, Renaud, bonjour. Bonjour. Oui, qu'en est-il de la notion de mensonge? Par exemple, il y a l'histoire des masques, il fallait pas porter de masque parce qu'on n'en avait pas, alors que finalement il fallait en porter évidemment. Je pense aussi au fameux nuage de Tchernobyl qui n'avait pas de frontières, qui pouvait pas arriver en France, etc. Donc on voit que dans ces histoires de gestion de crise, cette histoire de mensonge des autorités, tôt ou tard, on peut la voir surgir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le nuage n'est jamais arrivé en France, hein, que je sache. En Corse? C'est ça. Moi, je ne parlerai pas de mensonges qui peut arriver. Je parlerai plutôt de paris. Et certaines fois, des paris que font les acteurs qui sont souvent extrêmement audacieux, ou alors des paris qu'ils font justement sur l'irrationalité des gens ou sur la volonté de les rassurer dans un cas comme dans l'autre. Mais je vais essayer Olivier de répondre. Non, tu as raison, c'est vrai qu'on c'est une notion pas facile à manier. Qui intéresse, enfin, moi, ce que je trouve intéressant je parlais de la comparaison avec la Suède. C'est vraiment une comparaison intéressante parce qu'on a France et Suède, on a deux pays qui ont à chaque fois mis en avant la science pour justifier les décisions qui étaient prises. Mais clairement, c'était pas les mêmes éléments de preuve scientifique. Donc, en France, au départ, quand on dit les masques sont inutiles, c'est parce que, effectivement, il n'existe pas d'études qui montrent que les masques fonctionnent, seront utiles. Donc, il n'y a pas de données scientifiques. Donc, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de masques. Donc, mais je dirais que l'argument, d'un point de vue strictement scientifique, evidence-based, comme on dit, se tient. Il n'y a pas de... Bon. Et puis, devant la montée des situations en France, devant l'aggravation, devant aussi pas mal d'autres éléments, les autorités vont finir par admettre qu'il faut des masques et vont les rendre obligatoires. En Suède, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont depuis le début tenu la même position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données qui montrent que c'est utile, donc on ne voilà. Et à la limite, le masque a même un effet pervers, c'est qu'il laisse à penser qu'on est protégé, que donc on peut se rapprocher et interagir, être dans des lieux clos sans être menacé. Ensuite, ils disent, ce qui est important, c'est de maintenir les distances, éviter que les gens se regroupent dans des lieux et tout. Et donc, pour ça, on informe, on leur dit qu'il ne faut pas se mettre dans les mêmes bâtiments, pas être trop nombreux dans les mêmes salles, qu'il faut aérer et tout. Et puis surtout, mais on n'appelle pas à l'usage du masque parce qu'il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. De la manière qu'il n'y a pas de données scientifiques sur le confinement. Donc, ils disent, voilà, on ne le fait pas parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que ça va marcher. Donc c'était une approche très étroite. Alors ça leur a été reproché d'être très étroitement evidence-based. Mais du coup, ça pose après la question de savoir sur quelles données en France on s'est appuyé pour, soi-disant, mettre en avant la science pour justifier les décisions. En fait, on se rend compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les décisions prises au nom de la science, elles étaient en réalité sur la base de modèles surtout une manière effectivement de faire science, je ne suis pas entendu que c'est pas de la science, mais c'est une manière effectivement de construire une vérité scientifique, et qui a évidemment ses limites, et voilà, ses limites, et c'est surtout ses incertitudes. Et c'est ça qui n'a pas été bien reconnu à l'époque, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Après, et vous, en janvier 2020, effectivement, les autorités sanitaires françaises, la ministre en tête disait le virus n'arrivera jamais en France. Voilà. C'était un peu comme le nuage, c'était bon. Mais c'était vaste, comme disait François, c'était un pari. C'est-à-dire qu'on disait bon. Et en Suède, ils disaient tous, ça va arriver par l'Afrique. Donc eux, ils envoyaient plein de gens en Afrique pour observer la situation en Afrique, en pensant que le virus allait arriver par le sud. Un manque de peau, il est arrivé par le nord. Donc c'est des paris. C'est des paris, c'est la pensée magique. Parfois un peu aussi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous propose de clôturer ce séminaire. Donc, je vous remercie encore. On vous remercie à nouveau encore, Olivier et Sylvain, pour vos présentations très très intéressantes. Et alors, petite information, même si on est moins nombreux quand même, mais ça circulera aussi sur
sur les listes. Il y aura une journée de séminaire sur ces questions, enfin sur un certain nombre d'axes et de recherches qui articulent météo et SHS le 5 juillet. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà retenir cette date et le programme est en cours de calage et sera diffusé de toute façon sur les canaux adéquats. Voilà. Donc merci encore et je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre invitation.